composition de l'atmosphère, à l'origine, devait être très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. En effet, les scientifiques pensent que la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique était supérieure à 200 000 fois celle d'aujourd'hui, soit 60% de l'atmosphère. Mais alors, qu'est devenu le gaz carbonique? Selon la loi de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne disparaît, tout se transforme. La vapeur d'eau a donc disparu pour donner les océans. Le gaz carbonique de l'atmosphère, quant à lui, a été dissous dans les mers et s'est transformé en calcaire suite à la prise en charge par des myriades d'organismes minuscules nés dans les mers. Les récifs de corail ont joué un rôle primordial, car en puisant le gaz carbonique dissous, ils ont constitué leur squelette. Le jour, rien ne bouge. C'est la nuit qu'ils se nourrissent de plancton. Et d'octobre à novembre, au printemps de l'hémisphère sud, les coraux pondent leurs œufs pendant une semaine, après la pleine lune. À leur tour, ces larves, d'une dimension de 2 mm, viendront s'accrocher sur d'autres squelettes de coraux morts. Et ce processus indéfiniment répété créera la barrière de corail au large du Queensland, en Australie. D'autres organismes joueront d'ailleurs un rôle dans la fabrication du calcaire. Notamment le plancton et certaines algues qui produisent de la chaux viendront calfeutrer les trous laissés par les coraux, renforçant ainsi la barrière de corail. Alors le processus de circulation du gaz carbonique est essentiel à l'équilibre de notre atmosphère actuelle. Après le processus de transformation du gaz carbonique en calcaire dans le fond des mers, les différentes couches successives de calcaire qui se sont installées en s'élevant ont créé d'immenses plateaux et ont progressivement évacué la mer. Puis l'eau de pluie, quant à elle, a érodé pendant des dizaines de millions d'années à la surface calcaire de ces plateaux, formant ainsi des pics de montagne. Il y a 400 millions d'années, les pics de Guilin, en Chine, se sont ainsi formés. Puis, à force d'érosion, l'eau s'est infiltrée dans les montagnes, créant des myriades de fissures. Alors, suite aux différents effondrements, des grottes ont fini par se former dans lesquelles s'écoulent les rivières souterraines. L'eau, en s'infiltrant dans les montagnes et s'écoulant le long des stalactites rocheuses, vient dissoudre peu à peu ce calcaire, le transformant ainsi à nouveau en gaz carbonique. Et c'est ainsi que l'inverse se produit. Alors que les coraux ont transformé le gaz carbonique dissous en calcaire, l'eau vient maintenant dissoudre ce calcaire et le retransformer en gaz carbonique, et s'écouler dans la rivière souterraine, l'entraînant de la sorte vers la mer. L'océan abrite des milliers d'organismes. Le plancton prolifère chaque année et donne d'immenses fleurs d'eau visibles depuis l'espace. Ces micro-organismes utilisent aussi le gaz carbonique dissous dans les mers pour fabriquer leurs coquilles. Et quand ils meurent, ces coquilles se déposent dans les fonds marins, formant ainsi des roches dans un processus s'étalant sur des milliers d'années. À ce stade, le volcanisme de subduction prend la relève dans le processus de circulation du gaz carbonique.
Alors lorsque deux plaques se chevauchent, la roche de la plaque océanique, qui contient le carbone issu des coquilles de plancton, s'enfonce dans la terre. C'est alors que la roche se réchauffe en émettant du gaz carbonique. Et au cours de l'éruption volcanique, il est rejeté dans l'atmosphère et la boucle est à nouveau bouclée. Nous le voyons, la photosynthèse est l'élément majeur de la vie sur Terre, mais l'eau et les volcans sont aussi des éléments indispensables en transportant ce gaz. Ils jouent un rôle fondamental dans le subtil équilibre de notre fragile atmosphère. Alors nous le voyons, grâce à l'effet de serre qu'il produit, le gaz carbonique maintient une température moyenne de 15 degrés à la surface de la Terre. Il est donc non seulement l'un des principaux acteurs à l'origine de la création de la vie sur Terre, mais aussi la circulation du gaz carbonique joue un rôle de stabilisateur dans l'équilibre de notre atmosphère, en y ajustant la concentration du gaz carbonique, permettant ainsi la vie sur Terre. Et aujourd'hui, l'homme, en ajoutant sa propre émission de gaz carbonique, vient perturber dangereusement cet équilibre. Tandis que le gaz carbonique disparaît de l'atmosphère pour être dissous progressivement dans les mers et être transformé, nous l'avons vu, en calcaire, les stromatolites, quant à eux, produisent de l'oxygène. Cet oxygène oxydera le fer contenu dans les mers pour former des gisements de fer que l'on extrait aujourd'hui depuis la surface du globe. Alors ces algues contiennent de la chlorophylle. C'est un élément indispensable au processus de fabrication de l'oxygène. Pendant la journée, les rayons du soleil frappant ces algues produisent la photosynthèse, c'est-à-dire transforment les rayons solaires en nourriture et dégagent de l'oxygène. Tandis que la nuit venant, le ressac remue le sable et la boue, ces algues produisent une substance pâteuse qui retient les grains de sable et la boue, formant ainsi une couche solidifiée. Ce processus, qui alterne successivement une activité diurne puis nocturne, reproduit des millions de fois, finit par créer une masse rocheuse de forme arrondie, appelée stromatolite, recouverte d'algues à la surface. Ces couches grandissent d'1 millimètre par an. Alors que toutes les formes de vie qui dépendent de la présence d'oxygène ont été créées dans un environnement qui en était dépourvu, quel a été le processus qui a permis l'apparition de la vie sur Terre dépourvue d'oxygène? La théorie qui prévaut est la suivante. En premier lieu, c'est une membrane cellulaire, un vaisseau de vie analogue à celui créé lors de l'expérience à température et haute pression du professeur Yanagawa, dans un milieu où l'oxygène en était totalement absente. Des substances telles que les protéines se sont accumulées à l'intérieur de cette membrane, faisant apparaître les premières formes primitives de vie. C'est alors qu'une spectaculaire mutation est intervenue. Un nouveau type d'organisme est apparu qui a créé de l'oxygène comme sous-produit de son processus vital. Pour les organismes aux alentours, habitués à un environnement acide, l'oxygène constituait un poison violent. C'est alors que la plupart des organismes très anciens ont disparu, laissant la place à cette nouvelle forme de vie productrice d'oxygène. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques vestiges dans le parc de Yellowstone et les profondeurs abyssales de la mer. Les planétoïdes qui ont formé la Terre étaient constitués avec du fer, et chacun d'eux en contenait environ 30%. L'activité des stromatolites, en produisant de l'oxygène, oxyde le fer contenu par les mers, déposant une couche rougeâtre au fond de la mer. Aujourd'hui en Australie, en Inde et en Afrique du Sud, nous retrouvons à l'air libre ces gisements de fer. Des montagnes rougeâtres qui ont été formées au fond des mers par ces micro-organismes. Finalement, la mer ne contenant plus de fer, l'oxygène l'a saturé et a fini par s'échapper dans l'atmosphère. L'oxygène qui a envahi l'atmosphère a permis à la vie donc d'évoluer vers une forme capable d'utiliser cet élément pour son processus vital. Et si l'on ajoute les effets bénéfiques de l'attraction de la Lune sur la mer, créant un espace intertidal avec le mouvement des marées, appelé plus communément l'estran, cet espace, tantôt envahi par la mer, tantôt asséché, le temps de la marée, cela permet d'affirmer que l'association de ces deux éléments a été une des étapes permettant à la vie de sortir de l'eau
et de franchir le pas de la mer vers la Terre. Mais ce processus a duré 1,4 milliard d'années et nous sommes 600 millions d'années avant notre ère.